Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Médiatique, votre nouvelle émission en direct chaque jeudi sur Radio AG 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Tout ça est bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène explorer la terra numérica tout de suite après ça. Médiatique, la nouvelle émission de la chaîne 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel, c'est chaque jeudi de 17h à 19h sur Alger 3. Et je suis très très heureux, vraiment, de retrouver mon complice de toujours, la personne qui m'accompagne dans mes tribulations radiophoniques depuis 5 ans déjà, Karim Mbarak. Bonjour. Bonjour nos amis auditeurs, merci Reda déjà pour la confiance, parce que c'est pas évident de rester toujours concentré sur un objectif, et de faire passer l'information aux auditeurs. De toute manière, quand on parle de nouvelles technologies, le nom de Karim Mbarak, c'est presque une obligation en fait. Hein. Presque synonyme. Je rappelle que tu es le fondateur de l'Algérie 2.0, c'est le plus important événement dédié à l'IT d'Afrique, hein, c'est pas rien. Que tu as lancé Bimayap en Algérie, que tu as été pendant un temps ambassadeur, oui. Et aussi ambassadeur, il a été Facebook aussi, lead développeur en Algérie. Circle. Et là, actuellement, tu te lances dans un projet un peu fou, c'est-à-dire démocratiser, quoi donc? Je sais pas, continue. Tu as tout dit. Mais je vais pas dire du bien de toi pendant toute l'émission. Et ça, c'est la première, donc tu vas saboter mon discours. Au contraire, c'est tellement plus facile quand on te présente, voilà. Ah ouais, c'est gentil. Donc, comme il a dit lui, Reda Menassel, c'est à peu près ça, mais ce qui est intéressant, surtout moi, je voudrais revenir à l'émission, c'est-à-dire pour moi, ça a été, comment dirais-je, une vraie opportunité de faire transférer, disons, le savoir et l'information des nouvelles technologies à un maximum de personnes en Algérie. Et pourquoi pas... c'est ce qu'on a tenté de faire très très modestement à notre petit niveau pendant 12-13 ans, c'est-à-dire vulgariser. Alors au début, c'était pas facile, on nous regardait un peu de travers, qui sont ces martiens, qui nous parlent de choses éthérées comme ça, qui se passent dans le cloud, on ne sait pas de quoi il en retourne. Sauf que 10 ans plus tard, les nouvelles technologies sont devenues un enjeu à la fois économique et à la fois surtout social. Oui, et surtout, j'aime bien ce mot, c'est une opportunité pour l'Algérie de dépasser et d'avoir une autre vision sur l'économie, parce que ça fait 10 ans qu'on parle d'économie numérique, mais enfin, c'est-à-dire que ça commence à se constituer, vu les lois qui ont changé, la création du ministère des startups et beaucoup de choses, le fonds de financement. Ça commence à changer, alors que ça faisait quelques années, on rigolait quand on entendait les gens rigoler quand on disait que... Même dans le vocabulaire des hommes politiques et tout, là, ils commencent à en parler. C'est devenu tendance. Tout à fait. C'est devenu tendance, c'est des mots tendance. C'est extraordinaire pour quelqu'un, pour la nouvelle génération, celui qui a 18 ans ou 19 ans, quand il voit ça... Pour lui, c'est naturel. C'est naturel, c'est tout à fait normal. Mais quand il écoute l'histoire un petit peu courte, c'est-à-dire il y a quelques années... Quand il fait de l'archéologie... Voilà, il y a des combattants. La première heure. Bon, je vais pas garder toute la Karim Mbarak, néandertalien d'été ici. Voilà, exactement. Alors, rapide tour de table, Karim. Ouais. Évidemment, chacun va... Alors, ce soir, c'est une spéciale chroniqueur. C'est-à-dire que chacun va venir présenter son parcours, présenter évidemment ce qu'il va faire durant l'année, tout simplement. Alors, nous avons la chance extraordinaire d'avoir avec nous Salim Beja, hein, c'est l'autorité presque absolue en matière de e-commerce en Algérie. En toute modestie. Alors, c'est la première, je vais vous faire des compliments. Lyoum, ou bat Saïd. Moutouel Fouch. Ça va, Salim? Très bien, merci. Merci pour l'invitation. On a eu l'occasion de te recevoir quelques fois dans Shazam. Là, tu rejoins notre équipe et ça nous fait super plaisir. Plaisir partagé. Dans un petit quart d'heure, dès que Karim aura terminé son petit laïus, tu vas nous expliquer ce que tu vas nous présenter pour cette émission. Bien évidemment, tu peux rebondir sur les propos de Karim Mbarak sans aucun souci. Sarah, alors Sarah, je lui cours après son jeu de mots, bien évidemment, depuis une décennie, parce que c'est une des femmes les plus brillantes que je connaisse. C'est une pionnière dans le domaine de la publicité et de la communication. Et il faut le dire que Lyon,
Ah ouais, non, Voilà, non, ça va être de la laisser brosse. C'est notre heure de gloire. Comme ça, quand je vais vous fouetter les autres émissions, vous n'allez pas vous plaindre. LinkedIn. Donc franchement, ça fait super plaisir de te recevoir, d'autant plus que tu as quand même une petite expérience de radio. Hein. Tu me disais, Oui, ça remonte à longtemps quand même. C'était en 2005, j'étais voix off, j'étais étudiante à l'époque, donc c'est un plaisir de revenir ici. Et honnêtement, pour l'émission, ça a vraiment été un plaisir parce que l'objectif, en fait, de Médiatique, c'est surtout de vulgariser, d'expliquer, de vraiment démystifier tout ça. Tout à fait. Et c'est vraiment un grand plaisir de faire partie de l'équipe de cette aventure. Et puis, on va faire plein de choses super Parce que là, on pourra plus se plaindre de plus avoir d'espace. Hein. Là, on a 2 heures pour parler de science, pour parler de nouvelles technologies, avec un très bon créneau. Donc, voilà. Touchant du bois pour que ça dure. Un nouveau venu dans l'émission, que je ne connaissais pas personnellement, mais m'arrive très bien. Il s'agit de monsieur Mohamed Lamine Boulfelfel. Alors lui, c'est lui qui a le plus de mérite, Finaga, parce qu'il est venu de Constantine, rien que pour l'émission. Il est venu à l'heure et il repart après l'émission à Constantine. Donc, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Alors, Mohamed Lamine, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Merci beaucoup. Je vais me présenter. Moi, j'ai une entreprise de développement de logiciels. Et comme dirait l'autre, l'IT, moi, je suis tombé dedans comme Obélix avec la potion magique. La potion magique. Parce que mon père est un des pionniers de l'informatique en Algérie. Ah, donc il y a une transmission générationnelle. C'est formidable. Donc, mon père, il a ouvert son entreprise de développement en 89. Donc... Bravo, franchement, respect. Voilà, tu vas nous détailler tout ça, évidemment, quand ce sera ton tour. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir aussi de recevoir Lamine Zalag aussi. C'est un rescapé de ma précédente aventure radiophonique qui nous rejoint pour cette dernière. Notre ami Ramiz Mouchi qui est dans les embouteillages apparemment et qui va nous rejoindre, Inch'Allah, pour la deuxième partie d'émission. Et enfin, une légende urbaine. Exactement. Le Chupacabra, en fait, des TIC en Algérie. Il s'agit évidemment de l'inénarrable Jalal Bouabdallah. Avec lui, il sera question notamment de sécurité informatique, mais pas que. On revient à Karim Barek. Donc voilà, Karim, là, on a 2 heures pour faire œuvre de vulgarisation, pour essayer d'expliquer à nos auditeurs des notions parfois confuses, parfois absconses. Et il faut s'adapter maintenant pour survivre. Les technologies, les nouvelles technologies ne sont plus un sujet de discussion de salon comme ça. Là, on est obligé de s'y intéresser sérieusement. Exactement, Reda, c'est que... Non, mais je te comprends. Il n'est pas habitué au compliment. C'est pas ça, c'est qu'on va ressortir, on va tous ressortir avec la grosse tête après cette émission. Je vais plus parler à tout le monde. La star. C'est moi la star. Je suis Karim. Heureusement que c'est de la radio, pas de la télé. Hein. Oui, parce que là, on voit pas nos têtes. Tout à fait. Bon, ce que je vais essayer de faire avec le maximum d'efforts, c'est essayer de, comment tu disais, Sarah, le mot, démystifier un petit peu l'événement, l'organisation de l'événement. On a vu ces dernières années beaucoup de clubs scientifiques, beaucoup de jeunes, qui essayent de faire de l'animation et d'organiser certains événements, mais la plupart du temps, il y a des soucis d'organisation en elle-même. C'est du travail, hein, c'est un métier. Bien sûr. Quand on va assister à un événement, on vient, on s'enregistre, on assiste, mais derrière, il y a toute une armada qui fait des pieds et des mains pour que vous, visiteurs, veniez, vous sentiez à l'aise et que vous assistiez à un certain programme. Déjà, ne serait-ce que pour la sélection des speakers, par exemple, pour choisir un speaker. Ça, c'est une grosse problématique qu'on pose depuis des années, parce qu'à terme, ça devient une espèce de circuit fermé, et c'est les mêmes personnes à tous les événements. C'est un peu dommage. Pas tous les événements. Il faut rendre... c'est-à-dire, chez Karim, les événements de Karim, à chaque fois, il y a des nouveautés. Karim, parce qu'il s'ouvre à l'Afrique, notamment, l'Afrique subsaharienne, donc il y a énormément de visiteurs étrangers, mais pour la plupart d'événements un peu plus petits, il y a des speakers qui jouent aux chaises musicales, on va pas se mentir. Non, mais dont toi, j'ai jamais été speaker chez... Il a jamais accepté. Et pourtant, tu as une photo de profil avec Algérien de Bon, c'était enfin. C'était en tant que... Voilà. Non, mais en même temps, Reda, c'est-à-dire, faut pas oublier un point.
Algérie 2.0 a commencé à une époque où justement c'était pas aussi vulgarisé et qu'on était on nous regardait un peu comme des extraterrestres à l'époque en mode moi je me rappelle quand je voulais créer mon agence et tu vas faire quoi social media moi j'étais dans la pub Pourquoi qu'est-ce que tu veux faire et alors là quand tu cliques c'est Facebook alors là c'est encore plus compliqué à expliquer après ce choix et effectivement moi personnellement j'ai fait partie d'Algérie 2.0 quatre sessions d'affilée après aujourd'hui on voit une génération qui arrive parce que on se fait vieux aussi ça ils savent pas les auditeurs qui ne voient pas parle pour toi hein. Moi j'ai 25 ans qu'est-ce qu'il y a oui, pardon 8 ans oui non mais écoute moi je pensais que on avait 20 ans à l'époque mais il y a une nouvelle génération qui arrive il y a des métiers qui ont évolué aussi et je pense que les prochaines il y a eu le Covid qui a tout arrêté mais je suis convaincue que la prochaine qui a été paradoxalement une chance qui était en ligne on l'a en ligne ça a changé mais ce que je veux dire c'est que le travail de recherche et de travail de speaker et tout aura plus je suis convaincue que la prochaine édition, tu vas avoir de nouvelles têtes et de nouveaux sujets à explorer. Et puis de s'ouvrir aussi à l'Afrique, c'est super intéressant. Absolument, absolument. Et donc tu vas faire ça, Karim, donc par rapport à l'organisation d'événements. Tu vas aussi t'intéresser à ton cheval de bataille, c'est-à-dire les applications mobiles. Tu es toujours avec Facebook ou c'est Toujours. Je ne suis pas employé. Il faut se mettre d'accord. Pas encore. Je fais du travail bénévole comme d'habitude. J'organise un petit peu les rencontres. J'organise un petit peu des rencontres, des workshops. Et pour des espèces de hackathons aussi. Tu avais fait ça un moment pour développer. Tout ce qui peut apporter un plus à la personne, c'est-à-dire le développeur, pour qu'il apprenne de nouvelles techniques. D'ailleurs, justement, par rapport à l'événement, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'événement c'est une fête, c'est une fête, mais c'est beaucoup de il faut faire le distinguo entre l'événementiel dans le domaine des nouvelles technologies et l'événementiel, showcase, etc. C'est pas tout à fait le même objectif. Moi, d'après mon expérience que j'ai pu voir, d'ailleurs tout à l'heure en discutant avec mon confrère ici, et Constantine quand même, il a déjà assisté à l'événement Algérie 2.0. Je lui posais juste une petite question, est-ce que ça vous a servi? Il m'a dit oui, bien sûr, et il choisissait la journée l'Idjifiha. C'est-à-dire, ça a créé, je ne parle pas uniquement d'Algérie 2.0, c'est-à-dire un événement lui-même peut participer c'est-à-dire un visiteur, il peut trouver une idée qui se déclenche dans sa tête par rapport à une conférence. Il peut faire des rencontres extraordinaires avec des Algériens ou des étrangers. Et surtout, moi, ce qui m'a toujours frappé, il y a deux choses pas que l'Algérien, mais de manière générale. C'est premièrement le nombre extraordinaire d'étudiants qui se déplacent parfois de loin. Très loin. De Adarar voilà, il y avait de Djidjel, D'ailleurs, il y a une anecdote. Une fois, j'étais avec un ami de la Côte d'Ivoire, et là il me disait, j'ai rencontré des gens, je pense qu'il y a beaucoup de participants qui sont venus en dehors d'Alger. Je lui dis oui, il y a même qui ont fait 400 km. Et là, le premier qui passe devant moi, je lui dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire combien de kilomètres vous avez fait? Il m'a dit 1600 km. Mais pour l'anecdote, ça démontre de la volonté de savoir, pour l'anecdote, le stress de Karim, au-delà de l'organisation, de l'événement et puis la bonne tenue, son stress c'était les bus. Est-ce qu'on va avoir un nombre de bus conséquent pour ramener les différents étudiants qui sont sur les réseaux en train de se plaindre, à se dire voilà, est-ce que parce que c'est quand même c'était quand même loin au cyberpark, donc le temps de trouver le moyen de transport, et son plus grand stress c'était comment organiser d'organiser toute la logistique transport, et souvent c'était je dois rajouter un bus en plus parce que j'ai des gens qui arrivent. Et ça fait partie du service qu'on doit faire comme organisateur. Aux visiteurs, comment dire, l'idéal c'est qu'un visiteur vienne et assiste et ne se casse pas la tête. Il pense uniquement à ce qu'il va apprendre. Donc tout côté pratique, il en est un peu déchargé. C'est-à-dire transport, comment il va venir. L'idéal c'est ça. Mais comme on doit s'adapter à tout, donc on a été obligé de louer des bus. Ce qui est important de souligner, aujourd'hui je te dis si tu vas ressortir avec la grosse tête. Non mais c'est vrai parce que réellement, Algérie 2.0, quand Algérie 2.0 a été lancé, on était vraiment aux prémices des sujets d'aujourd'hui. C'était la
préhistoire, voilà, faut le dire. tout sujet confondu. Et c'est vrai que c'était pas juste un lieu où on apprenait comme théâtre, parce que tu insistes beaucoup sur l'apprentissage. C'est aussi un lieu où on se réunissait et où on se sentait moins isolé, et on se donnait la force de se dire, il y a des gens comme moi, voilà, qui essaient de faire la même chose. Et moi, je me rappelle très bien d'Algérie 2.0 parce que j'étais, c'était avant Algérie 2.0. Tu étais d'ailleurs dans l'organisation. C'était les semaines du web. Je te ramène vraiment en arrière. Web Days. Et voilà, les Web Days. Voilà. Et je quittais le monde de la pub classique et j'étais à fond sur les réseaux sociaux et je me sentais vraiment seule à l'époque parce que personne ne comprenait ce que je voulais faire. Et puis j'arrive au cyberpark que je ne connaissais pas du tout, donc qui est loin. Faut dire ce qu'il en est à l'époque. Il n'y avait pas l'autoroute. Je parle de l'époque. Voilà, c'était très loin. Et personne ne comprenait où j'allais. C'est l'anniversaire de ma mère, d'ailleurs. Je devais négocier. Voilà, elle avait organisé son anniversaire. Et puis j'arrive. Le fait de rencontrer ces gens et de voir qu'on avait la même passion, le même métier, et qu'on était en Algérie. C'était réconfortant. Oui. Et les speakers, je crois pas, ils étaient français, en mode mais vous êtes en Algérie, vous connaissez tout ça, vous comprenez tout ça. Donc ça C'était donne. Notamment la communauté Joomla. Joomla, exactement. c'est un CMS, Ouh là là, oui, système. À l'époque, il y avait eu le premier Joomla Day. L'idée, c'était. Alors, Joomla, il faut expliquer à nos auditeurs. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour faire de la vulgarisation. Voilà. Joomla, c'est une espèce de boîte à outils qu'elle est. Pour faire, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas développeurs, pour réaliser des sites web. C'est comme WordPress, c'est comme Drupal, c'est comme. Ça vous donne un peu les outils pour pouvoir vous débrouiller, même si vous n'êtes pas informaticien. À cette époque, je pensais que j'étais le seul qui utilisait Joomla. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est 40 millions d'Algériens. Pas à l'époque, 35. 25 ans. Non, pas 25. Avec à l'époque, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ça fait vieux combattant. Mais quand tu te parles des Joomla Days, c'était en 2010. 2010-2011. Chéléa. Chéléa, oui. 2010. Ah non, 2012. Parti à choix Chéléa. J'avais lancé et j'ai essayé de rassembler un petit peu la communauté Joomla pour voir qui sont ces gens qui utilisent Joomla. Et j'ai été surpris du nombre de personnes qui étaient en même temps, qui maîtrisaient l'outil, mais qui pensaient qu'ils étaient seuls, comme moi. Et là, ça a créé une communauté, même comme a expliqué Salim, on allait même faire des barbecues, on allait à Shriha, juste pour qu'il n'y ait pas... On essayait de mettre des visages sur les sur des pseudos. Des pseudos sur Facebook. Et c'est comme ça que la communauté a commencé à évoluer. Allez, on change d'intervenant. Petit jingle Hassiba et on revient. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chantre. Et Selim Beja, c'est ton tour de passer sur le billard. Là, tu vas nous parler durant cette année de e-commerce, mais pas que. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur, Selim? C'est un enjeu, je dirais même primordial. De nos jours, parce que sur d'autres cieux, rien que par exemple la Chine, c'est le e-commerce représente à peu près 700 milliards de dollars par an. 700 milliards 700 milliards. Juste pour l'anecdote, d'ici il y a une fête, c'est l'anti-Saint-Valentin. Oui. C'est l'anti-Saint-Valentin, c'est le Single Day. Je suis concerné. Voilà. D'ailleurs, même la date a été bien choisie, c'est le 11-11, le 11 novembre. Le Single Day, donc c'est une fête qui a été créée par Alibaba. C'est une fête purement commerciale. Hein. Donc ça existe depuis, je crois, 6 ans, 7 ans. Et l'année dernière, en l'espace d'une semaine, avant c'était juste... C'est quoi le concept en fait? C'est des Black Friday. Ah d'accord. Donc des promotions. Exactement. Voilà. Promotions à la consommation. Voilà. Donc eux, ça se passait comme le réveillon. Donc ça sera diffusé sur la meilleure chaîne chinoise. Ils ramènent des guests. Donc ils commencent à faire le compte à rebours. Donc ce produit, on vend même des voitures. Hein. D'accord. Donc ils ont vendu 55 voitures en l'espace d'une seconde. Donc cette voiture qui coûte à peu près $15,000, à partir de minuit, elle va coûter $7,000. D'accord. Donc pendant 3 heures, les prix, pendant 3 heures, c'est comme l'émission d'Arthur. Hein.
Donc, soirée du réveillon comme Arthur. Et après, à partir de minuit, pendant 24 heures, c'est des rabais, mais genre moins 70, moins 50, moins 60. Et rien qu'en 24 heures en Chine, c'est 39 milliards de dollars. Non, pardon. 79 milliards de dollars. 79 milliards de dollars en 24 heures. En 24 heures, voilà. Ça laisse rêveur. Voilà. C'est impressionnant. Je corrige, pardon. 34 milliards. 38. Non, c'est quoi? En 2019. Et 79. Ah, tu vois, c'est rien. Non, en 2019, c'était 38. Et en 2020, c'est 62. Ah, voilà. Voilà. En 2020, donc l'année passée. Mais la prochaine, ça sera dans 2 mois. Alors, question provocatrice, évidemment, que tu attends. Hein. Là, je débarque avec mes gros sabots. Le pourcentage de l'Algérie. Il n'y a pas de statistiques officielles. Donc, il faut définir le e-commerce. Généralement, on associe e-payment au e-commerce. Pas forcément. On pourra donner une autre signification. E-commerce, c'est toutes les transactions en ligne. D'accord. C'est-à-dire, je peux sans vendre. passer par le e-payment. Exactement. Je peux vendre et payer à la livraison. On appelle ça le cash en délivré. Le e-payment n'est qu'une partie du e-commerce. Exactement. Qui peut ne pas exister. Il faut savoir que le cash en délivré, c'est pas propre à l'Algérie. Oui. C'est un mindset purement africain-arabe. Ouais. C'est-à-dire même quand les pays Dubaï, les Émirats qui sont hyper connectés. Oui. Donc c'est le cash en délivré qui est domine. Je commande un article sur le Facebook Market, je le reçois et c'est à ce moment que je paye. Exactement, paiement à la livraison. Même si dans les pays du Golfe, on paye, c'est du cash en delivery, mais on le paye avec la carte bancaire. On le paye même pas. Ouais. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de confiance, de voir le produit, de vérifier, de confiance, voilà, de voir le produit avant de. En Algérie, donc, si on parle de statistiques officielles, il y en a pour l'e-payment. Mais c'est pas le si on prend le leader algérien du e-commerce, Jumia, le e-payment n'existe pas sur sa plateforme. C'est du 100% cash en délivré. Très bien. Donc, et Jumia et compagnie, pas que Jumia, Batolis, Guidine et consorts, personne ne communique ces chiffres. Bon, pour le e-commerce, il y a un autre problème parce que je crois que la plus grande majorité des transactions e-commerce, elles sont, comme on dit, c'est du marché noir. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de registre de commerce. Donc, on peut même pas valoriser ou avoir des statistiques. Parce que c'est des gens qui ont une page sur Instagram, une page sur Facebook, ils vont sur mais il y a sûrement moyen de calculer ça. Hein. C'est impossible. Non, c'est des gens pour le cash en délivré. Par contre, pour les payments, d'ailleurs, tout au long de la saison, on va inviter différents intervenants. Parmi eux, le directeur de JE Monétique. Donc, le JE Monétique communique chaque mois les transactions. Il a obligation, de communiquer. Donc, toutes les transactions e-payment qui sont passées par les différents sites, il y en a à peu près, disons, 50 sites. Il y a 50 sites de vente en ligne en Algérie. Avec e-payment. Qui ont intégré le e-payment sur leur plateforme. Sur la plateforme, très bien. Parmi eux, les grands facturiers, Sonagaz, la CIA, l'Algérie et Algérie Télécom, et les autres opérateurs téléphoniques. Donc, si il y a les statistiques officielles, donc le e-payment, il existe officiellement depuis octobre-novembre 2016. Donc, en 2016, c'était 7366 transactions. En 2017, c'est 107 000. En 2018, c'est 176 000. En 2019, c'est 202 000 transactions à l'année. C'est timide. C'est très timide. Et même, si on compare... j'avais lu quelque part que la majorité des transactions, je pense 90%, bien sûr sous réserve que je me souvienne, étaient par rapport aux grands facturiers. C'était le paiement de la facture Internet. Donc, à titre de comparaison, le single day, ta fête par excellence, c'est 583 000 transactions à la seconde. À la seconde. 583 secondes, c'est la différence. 1 milliard ou 2 milliards de personnes, c'est normal. Non, c'est 1 milliard. Bon, il faut savoir que les Chinois, paradoxalement, c'est les personnes les plus connectées au monde. Même le monde, ils ont talab. يطلب le WeChat. Donc, le QR code, il dit Sadaqa. Après, tu lui dis, OK, je vais te donner. Donc, il ouvre l'application WeChat. Il scanne le code qui est généralement un QR code. Il t'envoie quelques. Sur son épaule. Voilà. Généralement, le QR code, il t'envoie quelques
J'ai oublié la... Non, c'est pas l'yen, c'est japonais l'yen. Yuan, exactement, voilà. Quelques yuan. Bon, pour revenir, donc jusqu'à 2019, jusqu'à 2019, parce que la fin 2019, خرجت la loi de l'e-commerce. Parce qu'avant, c'était réservé uniquement pour les services. Donc, il n'y avait pas de livraison derrière. Donc, la fin 2019, il y a eu la loi de l'e-commerce. Et janvier 2020, il y a eu l'intégration de la carte Dahabia Algérie Post sur le réseau CIB. Oui. Donc, depuis janvier 2020, c'est possible avec la carte Dahabia de retirer n'importe quel DAB, banque privée. Voilà. Mais pas pour le e-payment. Bah si. Normalement, pour le e-payment, chacun jusqu'à présent. Eh oui, exactement. Vous parlez en code Binetcom, expliquez aux auditeurs. Oui. Donc, pour intégrer le e-payment sur sa plateforme, oui. Donc il y a la solution pour les banques, il y a la solution que Algérie Post fournit. Donc il faut avoir deux, exactement. Il faut avoir deux solutions intégrées sur. On va dire un canal pour simplifier. Voilà. D'ailleurs, on va inviter les personnes qui sont spécialisées dans l'implémentation pour vulgariser. Donc à partir de 2020, donc janvier 2020, on est passé à 500 000 transactions par mois. Par mois. Par mois. Ah, ça a grimpé exponentiellement. Comment ça se fait? Bon, là, ça s'explique par la Dahabia. Et le deuxième, c'est le Corona. C'est à partir de janvier. Donc les gens ont préféré payer la connexion Internet. Exactement. Même au niveau de la communication, si on se rappelle les premiers temps Covid, ça commençait déjà à l'étranger, puis ça s'est répercuté chez nous. Tout le monde communiquait sur tu peux l'acheter en ligne, on peut te livrer, les restos, les sites commerce. C'était surtout le e-payment, ça concernait 91% des transactions, c'était les telcos, les télécoms. Oui. Pour 91%. Pour le e-commerce, c'était des miettes, c'était de l'ordre de 500 transactions à l'année. Hein. Ah, c'était 0, voilà. D'accord. C'était vraiment des miettes, mais on va expliquer pourquoi. Donc on va revenir tout au long de l'année, on va parler de ça. Donc pour le programme de l'année pour l'e-commerce, ça va être l'histoire du e-commerce, les démarches administratives. On va inviter Inch'Allah CNRC, Registre Commerce, Julie Monétique, pour décortiquer les chiffres que je viens de donner. On va aussi. J'espère qu'on va aussi parler de l'aspect sécuritaire, parce que ce qui freine aussi ça, c'est la peur de l'Algérien, encore une fois, du piratage, que son argent soit détourné. Voilà. Donc, ça serait bien de pouvoir expliquer à nos auditeurs que non, il n'y a aucune raison et que tous les protocoles, encore une fois, sont mis en place. Il y aura ça? Ben oui. On va inviter on va inviter. Non, mais le problème, c'est que c'est un mindset, c'est pas une question de sécurité. Donc, c'est une question de. Ok, je peux payer Algérie Télécom parce que Algérie Télécom.dz. Ou bien je peux acheter mon billet d'avion parce que c'est Algérie.dz. Mais c'est des enseignes qui rassurent. Mais c'est par exemple Nadir.com. T'es qui pour que je puisse payer à l'avance et je suis même pas sûr de recevoir le produit. Est-ce qu'il correspond à la photo? Tout à fait. Voilà. Donc c'est plus un mindset. Surtout que l'Algérien, il est habitué depuis sa tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Qui trop le hanout, genre, est-ce que l'original, c'est pas l'original? Exactement. En plus, c'est la balaki serpok. Exactement. Voilà. Fais attention. Voilà. Donc, même pour les produits, soit smartphones, soit les habits, soit, parce qu'il faut savoir que la mode représente à peu près 50% du chiffre des grands marketplaces. Hein. D'accord. 50%. Donc, nous, selon la question, est-ce que l'original, c'est l'original? C'est pour ça qu'on retrouve sur la plateforme numéro 1 en Algérie du e-commerce, les boutiques officielles. C'est plus pour rassurer. Voilà, boutique officielle. Toujours est-il, ils n'ont pas intégré le e-payment. Parce qu'ils ont fait une étude auprès de leurs clients qui ont déjà acheté. Je préfère recevoir et payer. Et vérifier. Voilà. Je suis plus tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Rendez-vous pour les prochaines émissions. Ça promet d'être passionnant en tout cas. Petite pause assez bas. Et on s'intéresse tout de suite à notre ami Mohamed Lamine Boulfelfel qui est venu de Constantine pour l'émission et qui repart juste après. Avec toi, Mohamed Lamine, il sera question de transformation digitale. Et Jiminy Cricket, qui est sur mon épaule, me dit que tu aurais un rêve. You have a dream. Dis-moi en plus. Voilà, je vais essayer d'avoir une chronique que j'ai appelée I have a dream, où je vais parler de la digitalisation et de la place du numérique dans la vie quotidienne. Je vais essayer d'aborder plusieurs sujets, de la place du numérique dans l'éducation, dans l'identité numérique, les services numériques liés à l'administration, liés à la vie de tous les jours.
Et c'est bien que tu abordes ça, parce qu'on parlait du Covid tout à l'heure, et pour faire le lien avec l'éducation, la pandémie a été une chance extraordinaire pour toutes les plateformes de e-learning, par exemple. Ouais. Ça a connu un boom extraordinaire. Je discutais récemment avec, on va pas le citer parce que on va le garder comme invité potentiel, mais il m'a dit que son chiffre d'affaires avait grimpé de 20%, 30%, voilà, de 20%, 30% facilement en fait. oui, Ça a démocratisé. Ça a démocratisé, ça prouve la capacité de résilience des Algériens qui s'adaptent encore une fois aux difficultés, aux obstacles. Mais il y a, le numérique n'apporte pas seulement le côté e-learning, parce qu'il y a. Oui, non, ce n'était qu'un exemple. Voilà. Parce que le champ il est vaste. Par exemple, quand on parle d'éducation, le champ il est très vaste. Parce que par exemple, j'ai vu quelqu'un, on va essayer de l'avoir aussi, qui a fait un truc avec la réalité augmentée pour les livres de sciences du collège. Où on pouvait voir par exemple. Il a créé une solution. Oui, il est algérien, oui. Ah bah, oui, voilà. Parce que je l'ai vu sur une chaîne privée. Il faut qu'il soit sur une chaîne de radio publique. Voilà. Moi, parce que oui, Alana. On va essayer de la voir. Avec grand plaisir. Il y a le côté aussi de l'apprentissage du code, de la programmation, de la robotique. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont. Moi-même, mon fils de 8 ans, il a fait une session de programmation d'applications mobiles par Zoom sur une start-up qu'on va essayer aussi de. Je sais que Microsoft avait lancé un programme. C'est code.org. Voilà. Parce qu'il y a Scratch, le programme du MIT. Tout à fait. Et il y a le programme qui a été lancé par Bill Gates. Il a été même, parce que c'est la fondation Gates qui a lancé le programme code.org. Et avec ses amis, bien sûr, les financiers, etc. Parce que maintenant, c'est une obligation, le codage. Non, si on ne sait pas coder, c'est qu'on est omis quelque part. Hein. Non, parce que il y a les pays les plus développés. Ils n'apprennent plus aux enfants l'écriture au stylo. Parce qu'ils disent que ils vont vivre dans un monde où ils n'auront plus besoin d'écrire au stylo. Mais à la place, ils vont apprendre le code. Parce que apprendre à coder, ça ne veut pas dire pour être développeur. Vaut mieux avoir, parce que déjà, ça apprend de la logique, ça a beaucoup de vertus. Voilà. C'est une réflexion, c'est une... Donc, on va essayer de parler de la digitalisation. Et aussi, parce que quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est la place du développement du digital dans le développement économique. Parce qu'on va pas voir, il faut pas juste voir, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, comme on dit. C'est pas on va pas dire. Tu dis ça parce que j'ai pris du poids. Il te va venir, hein. Avec le petit regard en point. On a parlé de beauté de l'âme tout à l'heure dans la pause. Allez, avec le célibat, ça va se payer à la fin de l'émission. J'avoue, pour le coup, il était sympa avec nous. Donc, parce que le digital, c'est une chance extraordinaire d'un point de vue économique. Parce que surtout, on n'aura plus le choix dans quelques années. Hein, le pétrole va disparaître, fatalement. En plus de ça, le digital, les entrants, il n'y a pas de devise. On ne va pas acheter des pièces de rechange. C'est vrai. On ne va pas acheter de la matière première importée. C'est juste de la matière grise. C'est de la formation. Donc, c'est un vecteur de développement très important. C'est pour ça que je vais essayer aussi de parler du côté des services numériques d'un côté économique. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'économie nationale parce que la création d'écosystèmes, on a vu dans des pays, c'est parce qu'il y a des pays qui font des pays, d'une partie du PIB, c'est 20-30%, c'est des services. Non, on n'a pas besoin. Donc, on va essayer aussi de parler de ce côté. C'est impressionnant, 20-30%. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut carrément bâtir une économie nationale sur... Bien sûr. Parce qu'on déjà, on a un très grand avantage, c'est qu'on a des jeunes. Voilà. Parce qu'on est une société jeune. Donc, parce que... Merci. J'ai une statistique par rapport. J'ai une statistique par rapport à ça. L'âge moyen des Algériens, c'est 28 ans et demi. D'accord. 74%, ils habitent dans des zones urbaines. Donc ils sont là, connectés, prêts à exactement. Voilà. Parce que quand on parle en Europe, il y a des besoins. L'Union européenne a besoin de 500 000 développeurs chaque année. Voilà. C'est pour ça qu'ils recrutent de l'Inde. Voilà. Même en Algérie. Moi, je connais beaucoup de développeurs. Dès qu'un informaticien algérien met les pieds en Europe, il ne revient jamais.
Parce qu'ils trouvent Non, il dit Flaïd, il dit En ce moment, Non, mais ça, c'est une thématique qui mériterait, je pense, une émission. Non, mais- hein, parce Oui. que, notamment pour le fait de rapatrier des devises, il y a des problématiques. Donc, le gars, il se dit, Ana Yakrit, je me suis tapé un ingénierat de 5 ans. Là, j'arrive même pas à me payer pour le petit site que je viens de bricoler. Ben, autant partir. Ils sont très, très nombreux à réfléchir comme ça. 75% des informaticiens partent. Hein. Bien sûr, ligne, 75%. Le moi- débat, il existe déjà. Comment garder ces informaticiens Faut en garder Algérie? des- Il existe. Même au niveau de l'État, ils sont en train de réfléchir comment les garder. Amen. Pour l'anecdote, j'ai assisté au Au micro, Salim, s'il te oui, Be My App, j'ai assisté, j'étais coach. Ah, Il y toi avait- aussi. Voilà, j'étais coach. Il y avait deux Haddad, les Haddad. D'ailleurs, il y avait deux. Allez. Non, Adel et son frère. Et son frère. Hein. D'ailleurs, il y avait deux. كيفاش طلعوا l'entretien داروا في سكايب. ماشي طلعوا تما كيحسوا الخدمة elle était là. D'ailleurs, سوتنا راح يدير pour son de recherche CNRS. Excusez-moi. Ou des doctorats au CNRS. Il y a 5 jours. France, 5 jours. Les compétences En France. individuelles, Il y a ça, 5 jours, hein. Il m'a invité à voir son doctorat en live. Il y a 5 jours, il y a une semaine, il a soutenu CNRS français. Eh ben, Excusez-moi. puisqu'il a marqué l'histoire, Oui. eh ben, quand il devait partir, il avait eu un souci de visa. C'est-à-dire, عنده le poste, Exactement. عنده le poste, Là, c'est أروح bon. centre de recherche, عنده la prise en charge, عنده كلش. Eh ben, il a galéré باش يدير le visa باش راح. Heureusement que. va le convaincre maintenant de revenir. Non, il revient. Non, ولاو جاو داروا كوتش après le Non, Be My بعد App. ولاو ولاو جاو كوتش. spécialement. Voilà. épisodiquement. Mais Non, جاو spécialement pour Algérie 2.0. hein. Ils sont venus, ils ont ils sont repartis. Voilà, Non, c'est ce que je disais. mais je pense que pour le Have a Dream, la question c'est est-ce qu'on a envie de faire partie du futur? Parce que le futur il se construit maintenant et puis on a ce retard. Non, il n'y a pas de retard. C'est-à-dire que quand on voit la jeunesse qui a envie et qui justement est en train de partir parce qu'elle n'a pas les infrastructures ou les besoins ou les outils ou l'encadrement ou voilà, c'est plein de choses. Justement, le but de la chronique, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir des décideurs, c'est d'essayer de porter la voix. Parce que là, créer le débat. Voilà, c'est pour créer le débat. Parce que là, pourquoi est-ce qu'ils partent? Pourquoi est-ce qu'on peut pas On va rester? poser la question Parce à que Alain du moment Bouchy, qui est lui-même diplômé de l'école supérieure d'informatique. Pourquoi il n'est pas Donc, parti pourquoi il n'est pas parti? On va lui poser la question pourquoi. parce que Pire, allez. justement parce que du moment que parce que où est l'opportunité? Parce que du moment que chez les pays occidentaux, les pays développés, il y a un besoin en développeurs. Pourquoi au lieu de les fournir en développeurs, pourquoi ne pas les fournir en prestations? Les louer. Voilà, parce qu'au lieu de prendre Parce que laisser la présence physique n'est pas non, nécessaire. les prestations, parce que Voilà. c'est de monter des sociétés. Moi personnellement, j'ai une société de développement. Bien. Pourquoi j'aimerais bien, si pour recruter un seul développeur, je peine vraiment. Je fais des dizaines d'entretiens. Il préfère rester en freelance en général. Bien, Effectivement. voilà, c'est ça. Parce que le revenu n'est pas le même. Voilà, c'est ça. Mais si j'avais des contrats en Europe, les entreprises, s'ils avaient des contrats en Ça Europe, te permettrait de pouvoir proposer des voilà, choses c'est de pouvoir proposer des salaires d'essence, des salaires comparatifs à ce qu'ils peuvent Et pour faire. le pays, c'est une entrée de devises extraordinaire. Ça, Voilà. il faut pas l'oublier. Parce que faut pas oublier que la valeur ajoutée des prestations, elle est très haute. Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne, elle axe toute son économie sur le service? Parce que c'est pas de l'industrie. Le service, il est mieux que l'industrie, parce que l'industrie, tu as les entrants. Les infrastructures. Voilà, tu as l'infrastructure, elle est lourde, Les la inputs, machine, elle est lourde, il y a tout. Mais concernant le service, il y a juste de la matière grise, un C'est PC. facile à mettre en place. Tu es d'accord? Bon, il Bah y a, oui, il y je a partage aussi pas ce qu'on appelle les certifications, c'est-à-dire pour pouvoir exporter son service, il faut suivre, c'est-à-dire il y a certains applicatifs, les MICON, qui ont des certifications Évidemment. Voilà. pour pouvoir exporter Voilà. et les certifications coûtent cher. Mais au lieu de, c'est ça l'investissement, Oui, parce que les certifications, ils peuvent être subventionnés. exactement. Ça, c'est Parce une bonne que au lieu de subventionner un intrant qui va se transformer en matière consommable, idée. Oui, qui n'a aucune valeur ajoutée, autant investir, investir dans les certifications. certifications. Tout à fait. On Bah, peut... je peux citer l'exemple d'un gars que j'ai reçu dans l'émission il y a même pas un mois. Hein. Il s'appelle Anis Boukelif, il est ingénieur, il a fait Bebzouar.
Et il est spécialisé dans les chaises roulantes pour les personnes Mobilité handicapées. radio. Et il est passé par toutes ces certifications, ce qui lui permet actuellement de pouvoir proposer ces chaises roulantes automatisées à l'étranger de la manière la plus normale possible. Par contre, effectivement, Karim, ça a été une vraie galère. Parce qu'il a tout fait tout seul. Parce que, voilà, c'était vraiment un parcours du combattant. Mais comme c'est son sacerdoce, il croit en son projet. Comme c'est un technicien brillant, il a même développé un laboratoire au sein de recherche et développement au sein de son entreprise, il y a cru, et là maintenant, voilà, il y est arrivé, mais il n'a pas été aidé, en fait. Voilà. C'est dommage. Parce que tout ce parcours, il coûte extrêmement cher. Tout à fait. Voilà. Parce que si on n'a pas le financement, pourquoi? Parce qu'on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, le financement, c'est donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est l'investissement. C'est un investissement. C'est un investissement qui va être sûrement gagnant. Parce qu'on va certifier des gens, on va trouver des parades légales pour ne pas on forme quelqu'un et puis il s'en va, il prend le certificat, il s'en va. Mais c'est le côté du numérique que je voudrais mettre en évidence et la partie par rapport Eh ben, ça va être un plaisir d'écouter les rêves de notre ami Mohamed Lamine. C'était On va rêver passionnant. tous. Merci beaucoup. Messieurs, dames, tiens, tu vois, il y a une toujours là. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de Médiatique. On aura le plaisir de recevoir Lamine Zella, Garam Mouchi, Jalal Bouabdallah, Karim, tu restes avec nous. Et bien évidemment, la sémillante, l'extraordinaire, la femme qui dépasse toute tentative de description, Sarah Machem, en personne. Rendez-vous juste après le sommaire. Voilà, Hassiba, c'est à toi. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chantre. Deuxième partie de votre émission Médiatique, votre rendez-vous incontournable. Si vous êtes amateur de nouvelles technologies, amateur de recherche scientifique, c'est l'émission qu'il vous faut. On continue de faire connaissance avec les chroniqueurs qui vont rejoindre l'aventure de l'émission. Ça me fait toujours autant plaisir de recevoir mon complice et ami, Lamine Zella. Lamine, bonjour. Bonjour Reda, bonjour mes amis, auditeurs et auditrices, mes collègues et mes chers amis chroniqueurs ici. Vraiment, ça m'a fait encore plaisir de partager ces moments-là et cette aventure avec vous. Toi, Reda. Tu as fait partie de l'aventure Shazam pendant 3 ans. Tu es un peu moins ancien que Karim Barak, qui est notre parrain à tous. Hein. Ah bah oui. Hein. La constante. Et toi, Lamine, évidemment, tu vas parler, puisque tu es ingénieur d'État en informatique. Tout à fait. Voilà, tu travailles chez Algérie Télécom. Donc, on va parler en ta compagnie, évidemment, du milieu associatif qui s'intéresse toujours en relation avec les nouvelles technologies, mais pas que. Oui, exactement. Donc, j'étais pendant 3 ans avec une autre casquette du mouvement associatif. On a mis l'accent sur les initiatives qui se caractère social, voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est un honneur de partager avec vous ces moments-là avec une autre casquette d'ingénieur d'État en informatique et pour parler de nouvelles technologies, tout ce qui est surtout initiatives locales qu'on doit mettre en œuvre.
donc on doit mettre en avant les différentes initiatives technologiques, que ce soit des startups, que ce soit des entreprises, dans le domaine technologie, dans différents domaines à caractère technologique. On va essayer de donner la parole à ces gens-là, à ces jeunes-là, pour en parler, pour parler de ce qu'ils font comme initiatives technologiques qui peuvent bien sûr avoir un impact sur le citoyen, parce que n'oublions pas que le grand public est en train de nous écouter, et pourquoi pas essayer de, en quelque sorte, simplifier le vocabulaire technologique à nos concitoyens. C'est vrai qu'on a un peu tendance à discuter entre nous, voilà, en utilisant des termes plus ou moins, voilà. Oui, on parlait déjà avec... spécial. Donc voilà, en grosso modo, on essayera de donner quelques astuces, quelques informations importantes aux citoyens pour justement vulgariser et essayer de pousser et d'être un coup de pouce pour ce domaine technologique. Et bien sûr, tout ça, bien sûr, avec un certain humeur et une certaine rigolade. Il n'y aura pas de mauvaise humeur dans l'émission, il y aura... Voilà, on essaie de faire un format, pourquoi pas. Pour moi, j'espère que ça sera l'émission DTIC de référence dans le monde radiophonique. Mais je pense que ça l'est déjà depuis la première partie de l'émission. Bien sûr. On va essayer d'accélérer. Une autocongratulation hyper rapide. Il faut aussi accélérer, je pense que tu m'avais dit en off, c'est-à-dire vulgariser aussi auprès des associations qui puissent découvrir éventuellement ou trouver des astuces comment utiliser les nouvelles technologies pour toucher plus de monde. On l'a vu récemment, notamment avec leurs actions. Tout à fait, la mobilisation pour les incendies, la mobilisation pour les concentrateurs d'oxygène. Les associations ont énormément eu recours aux nouvelles technologies pour simplifier leurs opérations. Et franchement, elles ont été à la hauteur de la situation. Bravo, bravo et bravo. Tout à fait. Je les salue depuis la radio Chaîne 3 et je salue leur bravoure et leur courage à travers les différentes missions, donc que ce soit le Covid ou les feux de forêt. Donc on essaiera justement de proposer les différents logiciels, les différentes astuces qui se trouvent sur le net, bien sûr, qui peuvent être utilisés et leur faciliter le travail associatif et le travail d'une manière générale. Très bien. Alors, on parlait d'écologie à l'instant. Nous avons évidemment le prince de l'écologie de la chaîne 3 qui est en direct avec nous et qui me fait l'immense plaisir, le grand honneur de rejoindre l'équipe de Médiatique. Il s'agit, vous l'avez deviné, du grand, du merveilleux, de l'extraordinaire Hamid Belkacem en personne. Hamid, bonsoir. Bonsoir Reda, bonsoir à tous. Je suis un atome à travers l'univers, hein, donc, et l'environnement c'est l'affaire de tous. Ça c'est ta modestie légendaire qui parle, Hamid Belkacem. Voyons. Et par contre, j'ai des atomes crochus avec tous les intervenants que je salue bien comme il faut. Eh ben formidable, Hamid, tu rejoins l'équipe de Médiatique, tu vas venir de temps en temps pour essayer de développer évidemment tes thématiques écologistes. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'émission? Alors, aujourd'hui on parle beaucoup plus, Reda, si tu permets. On va se tutoyer, de développement durable. C'est quoi le développement? L'environnement a transité de manière énergique et énergétique vers le développement durable. C'est pouvoir satisfaire les besoins du présent tout en pensant aux besoins, notamment en termes d'eau, d'énergie et d'environnement, satisfaire les besoins du présent tout en pensant à ceux qui arrivent aux générations futures. Aujourd'hui, l'homme étant égoïste par nature, il s'accapare des gisements fossiles, des mines, beaucoup de matières premières, et on ne pense pas au lendemain parce qu'il y a l'aspect commercial, mercantile, j'allais dire, qui prime sur le tout. Elle m'aide là. Et donc, pour pouvoir arriver à laisser quelque chose aux générations futures, il faut faire appel à ceux qui sont dans les unités de recherche, dans les centres de formation professionnels aussi. Essayer aussi d'arranger le quotidien de tous. Et quand je dis tous, ça peut être du côté de Haidara, Birtouta, Cheraga, El Hamri, El Bouni, mais aussi les grands sud algériens. L'Algérie est une
unis et solidaires. Mais comment assurer cette solidarité pour permettre à des jeunes qui font mécanique de précision, à Sétif, d'aller à la rencontre de gens qui, tout aussi étudiants, jeunes, pleins de dynamique, du côté de Béchar, qui sont en train de monter un petit projet de micro-ferme éolienne. Et les jeunes de Annaba vont découvrir Béchar, Territ et tous ces endroits paradisiaques, tout en apportant on a tous été à la fac ou dans une grande école, Reda, n'est-ce pas? Et quand on arrive en 5e année, se pose toujours la fameuse problématique sur quel projet de fin d'études allons-nous travailler. L'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. C'est un pays continent. Et lorsqu'il y a la mobilité des étudiants dans un projet où il y a des jumelages entre des associations de jeunes, d'étudiants à travers aujourd'hui les 58 wilayas, ça permet de la mobilité, ça permet de voir du pays et ça permet de répondre à des problématiques qui sont assez intéressantes. On a eu à travailler avec des jeunes de l'université d'Oran, l'université de Babzouar. Je m'en souviens, oui. Dans le grand sud algérien pour proposer des problématiques très simples. L'eau est quelque chose de très précieux, de trop précieux en Algérie. Avec les bouleversements climatiques, on va devoir se triturer les neurones pour trouver des systèmes intelligents, notamment en termes d'irrigation, parce qu'il faut aller vers une sécurité alimentaire, et la sécurité alimentaire, il faut de l'eau. Il faut de l'eau, donc il faut des automatismes qui se font, vous savez, dans la plupart des universités versées dans la science et la technologie, vous avez des petits automates qui sont très simples. Il y a un capteur qui capte l'humidité dans le sol et qui, parce que l'humidité est en train de baisser, le soir venu, ouvre une vanne, une électro-vanne automatisée à 21h, et ça permet d'avoir du goutte à goutte, ça permet d'avoir de l'engrais liquide, ça permet d'économiser de l'eau, d'avoir des produits bio, tout en étant l'environnement, c'est à la base la notion de partage. Il faut être solidaire et on va essayer d'organiser tout cela, de faire et comprendre des choses très simplement, des mécanismes très simples, et parler aussi des découvertes qui se font à travers le monde, que l'on puisse adapter, faire du reverse engineering de manière utile à travers l'ensemble du pays, Reda. Ben, on l'espère, et en tout cas, je suis très très content de t'avoir dans l'équipe. Merci beaucoup, Hamid Belkacem. Merci à vous et salut à tous. Et on continue notre tour de table pour faire connaissance avec nos chroniqueurs. On s'intéresse tout de suite à Sarah Mahchem. Bonjour, amis auditeurs. Salut l'équipe. Je suis très contente d'être ici. Alors, on te présente plus toi aussi. Tu es notre déesse absolue en matière de publicité, en matière de communication digitale. Tu as été l'une des premières à te lancer dans ça. On te regardait à l'époque avec beaucoup de scepticisme, beaucoup de sarcasme. Oui, j'étais un peu l'ovni de la pub, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que avoir un parcours classique, on va dire ça classique, parce qu'à l'époque, même d'ailleurs avec l'équipe aujourd'hui au travail, quand je leur dis qu'on n'avait pas Facebook forcément au bureau, ils me regardent quand même. Oui, on se rend pas compte. On avait quand même la connexion, oui. Attention, voilà, on n'allait pas à la bibliothèque pour faire nos réunions. Pas la connexion, il y avait 15 et tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait pas forcément les réseaux sociaux, et puis l'aventure du social media en fait est venue instinctivement. C'était vraiment un feeling. C'était la création des premières fanpages sur Facebook. Je regardais ça et je me disais, il y a un truc qui se passe. Bizarrement, pour l'anecdote, c'est un peu drôle. C'était mon copain qui est mon mari aujourd'hui. J'ai créé si tu nous écoutes, j'avais créé sa fanpage et donc je voyais des gens qui adhéraient, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de problèmes d'organique, donc de visibilité naturelle. Facebook sur les était beaucoup plus simple. Voilà, l'algorithme n'était pas méchant. Et Marc ne voulait pas gagner autant d'argent. Si tu te rappelles, c'était des groupes qui se sont transformés en pages. Oui, exactement. Donc, mais quand il y a eu les pages, en fait, ce qui était impressionnant, c'était d'avoir des gens partout dans le monde de manière aussi facile. Instinctivement. Et puis moi, je travaillais pour une marque de boissons, et je me disais, tiens, et si j'essayais de créer une page aussi, puis j'ai vu quelque chose. Bon, c'est là que l'envie est venue de faire du social media. On parlait de community management à l'époque. Donc là, l'idée n'est pas de raconter,
raconter mon parcours et comment. Ah si, c'est important de savoir. Qui parle, qui est derrière le micro, quelle est sa légitimité. Voilà. Ah oui, je suis venu pour ça. C'est son tour maintenant. Oui, j'ai mes groupies, puis je vais prendre avec moi à chaque fois Reda pour me présenter, parce que j'aime bien. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir l'évolution des réseaux sociaux et comment ils ont pris de l'ampleur et qui sont aujourd'hui en fait naturels. C'est-à-dire que on n'est plus là. Moi, je le vois juste au quotidien. Je me rappelle à l'époque, à chaque réunion, je devais d'abord avoir un préambule pour expliquer vraiment l'aspect pédagogique, de venir expliquer qu'est-ce que Facebook, pourquoi tu as besoin de Facebook. Et puis aujourd'hui, c'est naturel. Donc on a toute l'introduction qui a sauté, et puis on parle même d'aller sur TikTok et d'autres plateformes. Donc c'est rentré dans les mœurs. Ça c'est totalement. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Est-ce que vous partagez son diagnostic, Karim? Moi, oui, c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas une personne, même dans des administrations, à qui tu dois expliquer ce que c'est qu'une page Facebook, où tout le monde est au courant, tout le monde. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres. On est à 22 millions. 22 millions. Un peu plus. 22 millions. Non, on est à peu près à 22 millions, voilà. Voilà, donc c'est devenu vraiment le b.a.-ba d'Internet. Je pense que quand nos parents et les grands-parents sont connectés, ils sont sur Facebook, je pense que on peut parler d'une utilisation, d'une vulgarisation. Mais ce qui est important par rapport à ma chronique, c'est de comprendre. On n'est pas là pour parler, ça va pas être des sessions de formation, hein, c'est pas un bat sur social media. C'est important, mais surtout de vulgariser, de pouvoir voir comment on peut l'utiliser. Donc il y a une partie professionnelle, il y a une partie aussi personnelle. De pouvoir comprendre en fait les tendances, de pouvoir comprendre les plateformes, comment elles évoluent. Et puis il y a Lamine, tu disais quelque chose qui était intéressant tout à l'heure, de pouvoir. Tu as dit quelque chose d'intéressant, Lamine. Heureusement, c'est pas encore trop tôt. Mais il y avait un point qui m'a interpellé, où tu disais justement, parce que depuis tout à l'heure en fait, on a l'impression d'avoir aussi des geeks. Ah, ça peut faire peur à l'auditeur qui allume sa radio maintenant et qui n'a pas eu le préambule et qui se dit oulala, on vient de réunir des geeks. C'est pour ça qu'on essaye de vulgariser au maximum. Mais justement, c'est pas juste pour essayer d'expliquer, de voir comment l'évolution de chacun de nos secteurs, indépendamment, nos secteurs confondus, mais c'est surtout aussi de pouvoir expliquer à monsieur et madame tout le monde que aujourd'hui on parle du futur et que aujourd'hui ce sont des choses que vous devez comprendre et vous devez pratiquer, et puis à moindre échelle, dépendamment de la professionnalisation de chacun. Donc c'est ce qui m'a interpellé tout à l'heure. Démystifier complètement, de vulgariser et d'aller avec des mots plus ou moins simples, et puis d'aller de pouvoir comprendre ce qui nous entoure. Très bien, tu vas aussi faire la magicienne traîtresse, puisque tu vas aussi nous parler de publicité et nous dévoiler aussi de temps en temps l'envers du décor. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'acheter ça plutôt que ça? Qu'est-ce qui fait que cette marque arrive à fidéliser sur le long terme? Voilà, tu vas un peu être notre Judas et on t'en remercie. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut surtout pas séparer le social media de la publicité. En fait, ce que je répète souvent, c'est que on faisait de la publicité d'une certaine manière, et l'on fait encore aujourd'hui sur ce qu'on appelle des médias traditionnels, donc la télé, la radio. Voilà. Et aujourd'hui, on fait du social media, donc c'est des réseaux sociaux, ce ne sont que des supports additionnels à notre communication, et donc effectivement, on va parler de publicité sur les réseaux sociaux et on va expliquer tout ça de manière très simple. Ouais. Croisons les doigts. Moi, je suis impatient d'être aux prochaines émissions. Là, tu nous as bien teasé la suite, encore une fois. Merci beaucoup, Sarah Machem. Tu vas laisser ta place à Ramiz Mouchi, qu'on va retrouver dans quelques instants. Autre chroniqueur à passer sur le grand plongeoir de Médiatique, votre nouvelle émission, c'est chaque jeudi de 17h à 19h sur Radio Alichin 3. Il s'agit de Jalal Bouabdallah. Jalal, bonjour. Bonsoir Reda et bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et ça fait super plaisir que je rejoigne l'équipe des chroniqueurs. Enfin, on ne sait pas est-ce qu'il va nous rejoindre ou pas, si on est génération. On va trancher. Ok, on va voir. Love story. Vous avez parlé de Chupacabra. Je vais essayer de démystifier un petit peu. C'était affectif et tu le sais bien. Je sais. Alors Jalal, tu as une carrière, tout ce qu'il y a de plus respectable, puisque tu as touché pratiquement à toutes les strates qui font appel aux nouvelles technologies. Là, actuellement, tu es, entre autres choses, consultant en sécurité informatique, il me semble. Voilà, exactement, tout à fait. J'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le domaine des technologies.
J'ai un profil, comme on l'appelle, un profil assez atypique parce que j'ai touché au tech, à la partie commerciale, à la partie marketing et tout, et la stratégie. Et en ce moment, je suis sur la partie, tout ce qui est transformation digitale et cybersécurité. C'est deux thématiques qu'on va développer durant toute cette année, Inch'Allah. Et on va essayer d'expliquer aux gens d'une manière très simple qu'est-ce que la transformation digitale. Qu'est-ce que la transformation digitale? Écoutez, la transformation digitale... il m'a fallu 20 ans de journalisme pour poser cette question. La transformation... J'attendais ça avec impatience, tout à fait. La première des choses, quand on parle de transformation digitale, c'est pas du matériel, mais c'est un mindset. Tout à fait. C'est un esprit. On va dire, c'est un mode de fonctionnement. Et on va parler de ce mode de fonctionnement, comment on peut l'apporter au niveau national, sur qui on peut calquer, parce que on va pas réinventer la roue. Tout à fait. Il faut adapter des solutions. Donc ça, c'est la première des choses. Et aussi, on va essayer d'inviter des gens qui ont de l'expérience, qui sont des experts dans ce domaine-là. On va parler de data center, on va parler de données, on va parler d'une thématique qui est en relation avec la transformation digitale et qui est en ce moment le focus de presque tous les pays. C'est la cybersécurité, de la cyber-résilience. Je pense qu'on a un cher chroniqueur qui pourra nous aider aussi parce qu'il est sur cette partie-là. C'est son métier, la mise en lag. Exactement. En fait, la cybersécurité, par exemple, tout le monde parle de cybersécurité, mais est-ce qu'on connaît quels sont les vocabulaires utilisés? On va essayer de voir quels sont... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bêtises, notamment avec l'affaire Pegasus. Exactement. Des termes qui ont été galvaudés, il y a eu des expressions qui n'étaient pas à leur place. Tout à fait. Donc ce serait bien que les experts reprennent leur place au cœur du débat et expliquent ce qu'il faut expliquer tout simplement. Tout à fait. On va parler de stratégie de transformation, de stratégie de cybersécurité. On va parler aussi d'une autre thématique, mais je pense ça va pas prendre juste une seule émission, mais plusieurs émissions. Ça tombe bien, on a une année. C'est le cloud. Le cloud. On est en train de voir l'émergence, pas l'émergence, mais la vulgarisation du cloud. Tout le monde est sur le cloud. Oui. Même, et on va parler même sans le savoir. Hein. Bien sûr, exactement. Tout le monde est, on parle de données. Est-ce que nos données sont ici, sont là-bas, et on voit beaucoup de gens qui... Et de souveraineté nationale. De souveraineté, exactement. Comment protéger nos données? Comment protéger nos données? Comment amener cette souveraineté nationale tout en gardant le niveau international? Parce que il faut le dire, jusqu'à maintenant, on va dans les pays qui sont avoisinants, dans les autres, les GAFA ou les GAFAM sont un peu partout. Mais pourquoi ils veulent pas venir? On parle de l'Algérie comme pays continent. On a plus de 2 millions de kilomètres carrés de superficie. Je pense il est temps qu'on attire ces investisseurs internationaux d'investir en Algérie, mais on va dire essayons de trouver le moyen d'équilibrer entre souveraineté nationale et aussi international level, comme on dit. Tout à fait. Et puis, voilà un petit peu. On a plus économiquement, en fait, maintenant, celui qui maîtrise la donnée et l'information, il a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir va fructifier son économie. Donc voilà un petit peu de ce qu'on va faire, mais on pourra interagir sur d'autres thématiques. Alors on vient de nous poser la question sur la page Facebook de l'émission. Alors c'est médiatique S à la fin _AG 3. Évidemment, on répondra aux questions des auditeurs, c'est-à-dire qu'on va afficher la thématique de la prochaine émission, on va afficher le sommaire quelques jours avant. Et bien évidemment, si vous avez des questions que vous voulez poser à nos experts, à nos invités, à nos chroniqueurs, marhaba bikum, on va essayer de rendre l'émission la plus interactive possible. Jalal, toi qui as été un acteur des TIC depuis plus de 20 ans, comment est-ce que tu juges l'évolution du secteur en Algérie? Est-ce qu'on avance vite? Est-ce qu'on avance lentement? Et surtout, est-ce qu'on avance bien? En fait, je vais te parler... Sans langue de bois. C'est une promesse que j'ai faite à plusieurs personnes. J'ai dit que je vais intervenir et je vais parler sans langue de bois. En fait, je peux te dire que en 99, quand j'ai commencé ma première expérience, c'était en parallèle avec mes études universitaires, en lançant l'un des premiers cybercafés au niveau de Tlemcen. Ma classe.
C'était l'année de mon bac. Pareil. En fait, je venais tout juste d'avoir mon baccalauréat. Je suis monté ici sur Alger pour m'inscrire à l'EMP. Ah, mais cette école me dit quelque chose. Voilà, exactement. Je voulais faire. En fait, et j'avais découvert l'un des premiers cybercafés qui était au niveau du Golfe. Cyberplanète, si je me trompe pas. Oui, normalement, oui. Si je me trompe pas. Et en revenant chez moi à Tlemcen, je me disais, oui, Internet, c'est bien. J'avais déjà fait l'expérience de naviguer, mais c'était pas comme je l'avais fait ici sur Alger. Et un cousin à moi, il me propose, me dit, pourquoi ne pas te lancer dans ce domaine-là? Je lui dis, un PC, je peux le monter, le démonter, le configurer, mais le réseau, je m'y connais pas. Il me dit, vas-y, je t'aide. Et là, on a commencé avec quelque chose de très simple. C'était les US robotiques, je sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Avec une connexion. 56K avec une Alors je vais parler de 56K à l'époque, c'était quelque chose. Attends, mais je vais te parler de quelque chose. Le site internet, la page se méritait. Attends, mais je vais te parler de quelque chose. En émission, c'était quoi? Abdallah, c'est l'histoire. Hein. Ah oui. C'était l'émission. On émettait avec sur une ligne RTC, réception par satellite Europe-Online. Ça c'est venu quelques années plus tard. Mais à l'époque, c'était les réceptions par satellite, donc on avait avancé. Et puis, en l'espace d'une année, on a vu les cybercafés qui ont commencé. Ça champignonnait partout. Ouais. Et c'est des champignons qui ont. Et c'est ça. Et comme tu m'as posé la question, m'a dit l'évolution des TIC, les technologies d'information. Ma question était volontairement large. Hein. Voilà. C'était pour t'amener à développer. Non, mais je vais te dire, en voyant que les TIC évoluaient rapidement sur un secteur qui était le secteur privé et non pas sur le secteur public. Pendant un certain moment. C'est toujours le cas en général. Hein, mais je vais te dire, moi observe d'abord, se pose des questions, réfléchit avant de prendre le train. Alors je vais te dire. Je peux. Lamine. Vas-y. Désolé, juste pour rebondir sur cette question, je crois que avec ma petite expérience avec mon entreprise, je crois que. On peut féliciter Algérie Télécom. Hein, voilà. Algérie Télécom. Je pense que aujourd'hui l'état d'esprit a changé dans les. C'est ce que j'allais dire. Il a changé. On sait qu'il a changé. Non. Il a peur que son chef soit à l'écoute, tu vois. Je vais te dire. Le chef de Lamine a Oscar Algérie Télécom Lamine. Alors, disons que pendant la première décennie, entre 2000 et 2010. On a vu beaucoup d'entreprises privées qui ont commencé à utiliser des ERP, tout à fait, à vulgariser plus ou moins l'utilisation d'Internet dans l'entreprise. On a vu l'émergence des call centers. Et puis aujourd'hui, c'est le data. Le call center qui, je pense, a été une occasion manquée, mais ce sera aussi l'occasion d'en faire une émission spéciale. Donc ça, c'était le début. Et puis, à un certain moment, on a commencé à parler de data center. Parce que on a vu que la donnée, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, on a vu que la donnée a explosé. Après, j'ai pas des données, des informations ici en tête, mais la prochaine fois, je vais ramener des chiffres. Vous allez être vraiment ébahis de voir le taux de données transférées par jour. Si je me trompe pas, ça tournait entre si je ne fais pas d'erreur. 2 mégas. Non, on parle de 10 gigas par seconde des données qui se transfèrent, si c'est pas plus. Mais je ramènerai le chiffre la prochaine fois. Ça me paraît peu, 10 gigas. Non. Je parle mais je ramènerai le chiffre exact. D'accord. Donc, puis après, on a vu, avec l'explosion de la donnée, de la data, on a vu l'émergence des data centers. Et on a vu là, on a commencé à avoir des institutions public. Moi-même qui a travaillé qui avait comme client des institutions publiques. J'ai travaillé sur des projets et j'ai vu des institutions publiques s'équiper de data centers de dernier cri. Oui. Non, le CERIS notamment. A été un des précurseurs dans ça. Ils avaient du matos. Et aussi de solutions de dernier cri. Moi, j'appellerais pas ça des data centers. Non. C'est des chambres équipées de serveurs. Ils appellent ça. Je vais te le dire. Pas tous à la fois, messieurs, s'il vous plaît. Je vais te le dire. Il appelle rare les entreprises qui appellent ça data center, mais les autres, on va dire que 10% appellent ça data center, qui ont un data center, mais qui n'est pas aux normes. Je le dis bien. On n'a pas de data center aux normes. Qui parle de tier 1, tier 2, tier 3. Il faut juste aller sur Uptime et on verra. Mais on parle de chambres techniques
salle technique, Salle salle des technique, machines. ouais, salle de machine. Salle des machines. Mais, c'est ça ce qu'on va essayer d'apporter dans cette émission. On va dire comment on peut arriver à ça. Quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place et avec qui pourra nous aider sur ça pour arriver à ce point-là. Maintenant, on voit nos institutions, on voit nos entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, se mettre sur de la cybersécurité, de la sécurité informatique. On l'a vu ces 2 dernières années. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois avec l'histoire de Pegasus. Oui. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière pendant le début de la pandémie avec l'histoire du ransomware au niveau de effectivement de Sonatrach qui est une de ses filiales. Alors il faut expliquer ce qu'est un ransomware pour nos auditeurs. Tiens, Rami Zemouchi. Bonjour. Qui n'a pas encore pris la parole. Qu'est-ce qu'un ransomware? Ça commence comme ça. Voilà. Alors un ransomware est un type. Pour un champion. Ah bah écoute, ça, je sens l'examen, ouais. Non mais c'est pas grave. Alors un ransomware est un type de la qualité de ta réponse. Ah bah on verra. Ça va dépendre. Nos auditeurs vont justement en juger. Alors un ransomware est un type de. Allez, cool, ok. Alors un ransomware est un type d'attaque informatique qui consiste à accéder aux données d'un individu, à savoir la victime, et à les crypter, ça veut dire mettre les verrous, on n'a plus accès, voilà. Et demander de l'argent pour les avoir. On a eu. Alors il faut jamais payer. Ça, voilà, il faut jamais payer parce que ça marche jamais. Ils vont jamais débloquer tout exactement. Simplement. Là. Et il y avait un petit moment qui m'a, comme a dit maintenant Jalal. C'était très fréquent et on voyait ça partout, plein de gens ont perdu beaucoup de données et surtout des entreprises qui pouvaient facilement être infectées car il suffisait d'avoir une machine qui était connectée au réseau pour que d'autres machines soient aussi infectées. Jalal. Je rebondis sur ça, hein. Il n'y a pas eu qu'en Algérie, il faut voir qu'il y a quelques mois en France, il y a un hôpital qui a été pris en otage carrément. Oui. Exactement, à cause de ces ransomware. Donc les gens ont eu j'ai vu ces 2 dernières années, et surtout pendant la pandémie, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui se sont équipées en antivirus, en firewall, qui ont mis en place des solutions de sécurité informatique, qui ont vulgarisé, qui ont essayé de former ce qu'on a de leurs employés. Il suffit d'un flash disk infecté pour exactement. Et maintenant, on parle de formation en risk management, en IT risk et tout. Pour rebondir, il y a une amie d'une entreprise qui te dit qu'on a des vrais data centers en Algérie. Oui. Ça, c'était autre part. Il y aura une émission. Il faut l'inviter. Avec les experts du domaine. Mais pour revenir sur tes paroles, je crois que la formation aussi, il y a un chapitre qu'on doit développer ici dans cette émission. Pour parler de la nécessité et l'utilité de la formation des employés et du citoyen en matière générale. C'est quelque chose je le dis, je le redis, la formation c'est un point essentiel dans notre domaine. Les TIC avancent à grande vitesse. On n'est plus à l'âge du Fortran. Ça me rappelle des souvenirs. Ni à l'âge du Pascal et Pascal. tout. Moi j'ai fait ça, donc voilà. On a fait tous, on a programmé en Fortran. Moi c'était le Fortran à l'EMP à l'époque. Nous on n'a pas eu ça. Mais ça avance beaucoup. On a les langages qui avancent très vite. On a la sécurité qui avance très vite. Les systèmes, les menaces aussi. On voit beaucoup de menaces. On voit beaucoup d'attaques. Ça change et ça se développe d'une manière exponentielle. Exactement. Donc c'est ça. Et c'est en parallèle. C'est comme les logiciels. À chaque fois que la technologie avance, par exemple dans un PC, on augmente le processeur, la RAM. Les logiciels fonctionnent, avancent aussi en demande de ressources. Tout à fait. C'est la même chose pour les virus. Oui. C'est une course, tout simplement. Exactement. On dit, c'est un proverbe et c'est dit même dans le domaine de la cybersécurité. La meilleure défense, c'est l'attaque. Eh ben, c'est de très belles paroles. On revient juste après une petite pause musicale signée Hassiba Jebloun. Dernière ligne droite de Médiatique, votre nouvelle émission sur Radio Chaîne 3, c'est chaque jeudi de 17h à 19h, on va refaire le monde de l'IT et de la recherche scientifique ensemble. Je suis très content d'être aux manettes de cette émission avec des chroniqueurs de talent, notamment le plus jeune, le bisu de l'émission. Écoutez, pour moi c'est un compliment. Hein. Il s'agit évidemment de Rami Zemouchi. Rami, bonsoir. Alors tu es diplômé
de l'école supérieure d'informatique. Tout à fait. Entre autres choses. Tu as une chaîne de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui s'appelle TechUp. TechUp Channel, oui. Voilà, et tu ambitionnes de prendre TechUp et de rajouter de la vidéo pour pouvoir Évidemment. faire l'une des premières initiatives de ce genre en Algérie. Tout à fait. Alors... Qu'est-ce que tu vas faire cette année dans Médiatique, Rami? Alors cette année sur Médiatique, je vais m'occuper beaucoup plus de tout ce qui concerne, vu que je suis le plus jeune, mais c'est pas que, les activités. Ah bah écoutez, voilà, il faut bien en profiter. Tu lui as bien tendu la perche. Donc Voilà. il est en Bah train écoute, d'en je profiter. te remercie, allez, dans, Baiser, ça passe très vite. Ah bah écoute, j'espère m'amuser très bien avant. Hein. Et justement, pour m'amuser, je m'occuperai dans Médiatique à avoir le contact avec tous les clubs étudiantins, notamment dans la technologie. Alors, les clubs étudiants uniquement dans le domaine des nouvelles technologies, de la recherche scientifique, etc. C'est-à-dire nos amis médecins, Semroulna. Sauf s'ils font des applications plus genre, on pourra les avoir. Hein. Tout à fait. Donc, ce sera probablement les clubs étudiants de l'École nationale polytechnique. Évidemment. Totalement sans aucun favoritisme. Ah bah, clair. Bah, écoute, je suis de l'ESI, donc je ferai du lobbying aussi. Informatique, aussi nos amis de Warren qui font des choses extraordinaires, nos amis de Béjaïa. Donc voilà, dès que ça a un rapport avec la cybernétique, l'automatisme, la mécanique, l'électronique et évidemment l'informatique, marhaba bekoum, prenez contact avec Rami. Ça va être notre ambassadeur au sein de la jeunesse qui réfléchit. Bah écoute, ça m'a toujours impressionné, surtout que j'ai été président du club scientifique de l'ESI, un des meilleurs clubs de l'école supérieure d'informatique, dans lesquels on a dû organiser des événements. D'ailleurs, on est passé ici plusieurs fois. Tout à fait. On a même participé à une compétition avec un club de l'ECHB, c'était amusant. Et je pense que depuis... c'était amusant. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'autres clubs, non? Alors, l'autre jour, on a eu, c'était une sorte de duel, et on était avec un des clubs de l'USTHB. Des gens très très brillants, je dois l'avouer. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, Jadel. L'évolution des clubs étudiants, ma génération par exemple, à Polytechnique, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de club. C'est venu des années plus tard. Et quand je vois qu'actuellement il y en a 3, je pense, ou 4, et ils font tous des choses extraordinaires, moi je pense que c'est un plus extraordinaire pour l'étudiant. Exactement. Donc ça a été cette répétition pendant toutes les années de la scolarité. Alors que maintenant non, ça leur donne aussi des bases d'apprentissage social, des bases d'apprentissage, parce qu'il ne suffit pas évidemment d'avoir un excellent projet en tête. Il faut aussi savoir le vendre. Ça les prépare au monde professionnel. Ça a vraiment boosté beaucoup d'étudiants. Et ça, je pense qu'on fera plusieurs émissions autour de ça, parce que ça manque énormément dans notre enseignement. On les prépare pas au monde professionnel. Et c'est pour ça que je pense que les clubs scientifiques ont un impact très très important. Moi, j'étais président du club entre l'année 2016 et 2017, et déjà je remarque depuis ce qu'ils font maintenant, c'est quelque chose de très formidable. Ils font des choses beaucoup plus avancées, ils sont beaucoup plus intéressants, ils font des événements dans divers domaines, pas que dans la technologie. Quand on part à l'ESI, on va pas que des hackathons par exemple ou des startup weekends dans lesquels on faisait la même chose classique. Avec les incendies encore une fois et avec les concentrateurs d'oxygène, il y a énormément de clubs étudiants qui se sont mobilisés au même titre que les associations. Tout à fait. Exactement. En fait, moi je dirais quelque chose. En fait, je veux pas jouer la carte du vieux ou le plus âgé. Tu es le plus vieux final. On est de la même. Mais jamais de la vie. On est de la même génération. Je suis beaucoup mieux conservé. C'est vrai que en fait, j'ai encore mes cheveux. Il y a pas de problème. Donc je dirais que en fait la génération actuelle a beaucoup de chance. Tout à fait. Parce que ils ont accès à l'information. Par n'importe quel moyen. Et ils en profitent. Ils en profitent, ce qui est bien. On voit beaucoup plus de clubs estudiantins un peu partout, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Je pense qu'il y en avait un. Il y en avait pas. En fait, il y avait que les associations où... c'est le micro-club. Micro-club, voilà. Le haut. Moi, j'étais à Tlemcen, on voyait que l'UNEA ou les associations qui étaient plus nationales. C'est pas forcément des clubs étudiants comme on entend. Bon, je fais juste un petit coucou à des amis. On avait lancé à l'époque un club qui s'appelait Averroès, pour te dire. À l'époque, à Tlemcen, et on avait même essayé de lancer un magazine dans les TIC. C'est ambitieux. Mais on avait peur à l'époque de l'agrément et tout. C'est compliqué. Nous, on avait une gazette à l'ESI, mais qui s'est arrêtée. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que on voit avec ces universités et cette génération maintenant, la facilité de lancer des clubs, tout à fait. Leur ambition,
parce que ils voient ce qui se passe ailleurs, ils essaient de reproduire, ils essaient de faire mieux. Eh ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on avait lancé avec Karim notamment un concept il y a quelques années qui s'appelle le grand oral des clubs étudiants. C'était la première fois où une émission de radio. J'écoutais ça, et ça venait de toute l'Algérie. C'est ça qui était fascinant, c'est-à-dire qu'on avait des clubs de Tlemcen, tu en parlais, des clubs des grandes villes côtières, mais aussi des clubs de Beskala, des clubs. Franchement, c'était passionnant et la patte humaine qu'on retrouvait dans ces wilayas que certains oublient de temps en temps, qui sont un peu délaissés. Franchement, il y a des diamants bruts là-bas qui ne demandent qu'à être taillés. Alors, je vais te dire, vu que c'est le Bézu de l'émission, je vais te lancer un défi. Challenge. Un défi dès le premier. Moi, je te lance un défi, c'est d'aller vers les 58 wilayas, d'essayer d'avoir tous les clubs. Même dans ce qu'on appelle maintenant les... mais nous, on est spécialisé uniquement mais je pense qu'on a des universités et des gens qui s'intéressent à l'IT, aux technologies. Moi, je voudrais bien au moins que tu fasses au moins... Alors, c'est une idée qui met déjà au moins 20 wilayas avec une wilaya du sud. Mais c'est clair, d'ailleurs... je voudrais voir ça. Bah écoute, et tu le verras, ça a toujours été une idée que j'avais dans la tête parce que je pense et je repense encore une fois que Alger ne devrait pas être que le centre de la technologie, surtout que comme a dit Reda, il y a des clubs formidables partout dans le pays. Exactement. Et ça c'est pas des superlatifs. Non mais c'est vrai parce que je les ai connus, je pars impressionnant. Et souvent quand ils viennent à Alger pour des événements etc. et je les rencontre, je les vois, ils m'envoient beaucoup de messages parce qu'ils sont réactifs à ce que je fais. D'ailleurs la majorité des gens qui me suivent là sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux sont là et m'écoutent à chaque fois que je suis sur la radio et j'aime bien le fait que ils ne sont pas juste délaissés comme a dit Reda, mais je pense que quand même on va pas se mentir, ils ont un peu moins de moyens. Exactement. Quand on est à l'intérieur du pays, on a moins de moyens. Mais je pense que non mais il y a évidemment il y a une très très grande différence entre Alger et il suffit d'aller à Constantine même si c'est une grande ville, mais il y a beaucoup moins d'activités et je pense qu'il faut donner plus de chance à ces gens-là. Pas seulement de dire que venir à Alger est la réussite, pas du tout. C'est ce que peut-être on m'avait dit quand j'étais jeune. Non, mais pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, par exemple, c'était adapté au contexte de là où ils habitent. Exactement. Tout à fait. Il y a des solutions agricoles. Je me souviens d'un gars il était de Beskala, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui avait inventé carrément une main robotique au niveau dans son garage, parce que son frère justement était amputé. C'est-à-dire que c'est vraiment des problématiques qui partent des besoins locaux, avec un mindset qui est universel. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est grâce à justement à la technologie, à Internet, parce que là, on devient de plus en plus proche de ce qui se passe dans le monde. Surtout que quand il y a des étudiants qui voyagent, on a eu dans les 5 dernières années beaucoup d'étudiants qui partaient à des événements partout dans le monde et qui prenaient des idées et les appliquaient ici. Dernière relance de Karim Bark, il nous reste 1 minute d'émission parce que Karim Laden. Relance pour Rami, qui aime bien qu'on l'appelle Ramzi. C'est juste, faut dire qu'il faut pas oublier aussi les administrations au sein de l'université parce que maintenant ils sont plus ouverts et c'est grâce à eux que les clubs scientifiques maintenant ont des autorisations d'organiser des événements. Jeudi prochain, Karim, nous allons recevoir. Je sais pas. Ah oui, Fergani, monsieur Fergani, c'est... Pardon. Monsieur Fergani, pardon, moi je parlais des arbitres contre-pieds. Oui, exactement. Et lui va prendre tout ce qui est la partie, il va se présenter bien sûr, la partie avec l'université, des entreprises, la relation qu'il faut garder entre l'entreprise et l'université. Il va prendre tout ce côté-là. Et justement, si je devrais peut-être revenir sur ça, quand on était étudiant et quand on faisait ça, on avait nécessairement besoin du soutien de l'école et de l'administration pour faire des choses, surtout quand on devait inviter des gens, des entreprises, parfois des participants étrangers, et que l'université devait nous aider. Et je pense que Alési, par exemple, comme à Babzoua, là, parce que j'ai des amis qui sont là-bas, que ça a été quand même un soutien très intéressant, très important et nécessaire. Merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Franchement, pour une première, moi, j'avais peur d'essuyer les plâtres. Je pense qu'on s'en est pas mal on s'est très débrouillé. Bien. Voilà, pour l'instant, il reste 30 secondes. Tout peut arriver dans cette 30 secondes. En tout cas, messieurs, vraiment, c'était... Et madame, puisque Sarah était avec nous, c'était un pur plaisir de vous recevoir dans l'émission. Je compte sur vous durant cette année pour merci de nous avoir fait confiance. Le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de recherche scientifique et de TIC. Je remercie donc Karim Bark, Sarah Mahchem, Salim Bedja, Mohamed Amin Boul, Felfel Min Zelag, Ramiz Mouchi.
Rafi et Jalal Bon Abdallah. La semaine prochaine, jeudi prochain, je vous proposerai les 4 chroniqueurs qui manquent. On n'a pas pu recevoir tout le monde aujourd'hui. Et voilà, dans 15 jours, nous allons démarrer l'émission en tant que telle. Merci beaucoup, amis auditeurs, pour ta confiance, pour ta fidélité. Merci beaucoup à Hassiba Djebloun, derrière la vitre, encore une fois. Et n'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi.